bureau ce soir, donc Antoine Decastecker. Je suis responsable du Sud-Ouest pour Little Big Connection. Ravi d'organiser cet événement ce soir, le Meetup. C'est notre premier à Bordeaux. Donc merci beaucoup à Lucie qui est quelque part au wagon pour nous donner ses locaux pour cette belle collaboration. Et puis je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment de partage. Et je donne directement le micro à Thomas. Et bonne soirée. Merci Antoine. Tu peux nous laisser le micro pour les autres par contre? Parce que bon, j'aime parler mais je ne vais pas monopoliser non plus la parole pendant une heure. Ça va? Pour moi c'est ok. Ça va pour vous le volume? C'est bien? Formidable. Bonsoir tout le monde. Ah ouais. Bonsoir tout le monde. Ah, ambiance alcoolique anonyme dont j'ai l'habitude, c'est parfait. Très heureux de vous accueillir et très heureux de partager la scène avec cette plante en priorité. Et vous, je vais la décaler un peu parce que je ne te vois pas Hugo. Et très content de la discussion qu'on va avoir. Vous avez sûrement vu le titre. Mais le but de cette soirée, c'est une petite exploration que je vais mener avec ces trois formidables personnes qui auront certainement des choses différentes à dire sur le sujet. Mais on va réfléchir ensemble à cette équation un peu étrange entre performance et épanouissement. Et je trouve hyper intéressant le point de départ de cette équation parce qu'il y a, en fonction de qui on écoute ou de où on regarde, on va avoir des réponses différentes. Il y a des gens qui vont nous dire l'épanouissement naît de nos meilleures performances et de nos succès et de nos réussites. D'autres personnes vont nous dire que c'est la performance qui naît de l'épanouissement. Quand on est épanoui, on se sent bien et on fait un truc qui nous parle, c'est là où on va être les meilleurs. Est-ce le cas ou pas? On va voir. Est-ce que l'un égale l'autre? On va explorer ce sujet avec ces trois personnes. Et je pense que l'endroit où j'ai envie de commencer, on va pas se présenter les amis, on verra ce qui se passe si les gens comprennent qui on est pendant la discussion. Mais l'endroit où j'ai envie de commencer, c'est sur la question du temps. Et Hugo, je sais que tu te prépares à répondre là-dessus. Parce que pour performer dans quoi que ce soit comme sujet, et pour nous épanouir aussi, a priori, un des points de départ qu'on pourrait sélectionner, c'est comment est-ce qu'on utilise et on alloue notre temps, la ressource la plus précieuse dont on dispose et qui disparaît à tout jamais une fois qu'on l'a consommée. Et Hugo est quelqu'un qui en parle excellemment. Je me souviens d'une fois où il nous avait fait une présentation où j'étais dans un Zoom avec plein d'autres gens de comment est-ce qu'il organise son temps pour trouver l'équilibre entre épanouissement personnel et performance professionnelle. Et c'est très important pour lui parce qu'il gère beaucoup trop d'entreprises à mon sens. Donc Hugo, comment on fait pour bien gérer son temps, pour trouver la réponse à cette équation épanouissement-performance? 1, 2, 1, 2, ouais. Écoutez, bonsoir à tous déjà. C'est une question quand même assez vaste. C'est vrai que moi, pour te répondre, j'ai un rapport avec le temps qui est assez du coup particulier, parce que c'est devenu presque une passion. C'est vrai que j'en parle beaucoup pour ceux peut-être qui me suivent ici. En fait, c'est venu en fait de base, je pense comme tout le monde, en fait, d'une problématique personnelle. Hein. Je pense qu'il y a. D'ailleurs, en fait, c'est qui un peu l'audience là? Combien sont entrepreneurs ici, si vous pouvez lever la main? Qui est salarié? Ok, ouais, ok, quand même un peu une majorité d'entrepreneurs, mais également du coup des salariés. Donc de toute façon, qu'on soit entrepreneur ou salarié, on a quand même du coup on a beaucoup de travail, on a des grosses journées, on a également des vies de famille, on a également des vies perso. Et en fait, à un moment donné, c'est comme tout le monde, c'est venu de cette frustration, en fait, de ne pas arriver à passer autant de temps que je voudrais avec mes proches, avec ma fille qui est née il y a 7 ans maintenant. Je ne faisais pas assez de sport, je commençais à devenir dégueulasse, je commençais à avoir une santé déplorable. Et en plus, j'avais l'impression d'être performant, mais que j'aurais aimé pouvoir faire plus parce que voilà, j'avais quand même certaines choses que j'aurais aimé faire et je me disais, putain, j'ai pas le temps, je suis sous l'eau, etc. Et à un moment donné, j'en ai eu marre de dire toutes ces phrases. Et grosso modo, en fait, il n'y a pas de solution miracle. C'est qu'à un moment donné, j'ai décidé en fait que je révolutionnerais pas tout d'un coup, mais que je mettrais brique par brique. Et moi, je me rappelle, ma première brique, c'est j'ai acheté un bouquin. Je peux vraiment vous le conseiller. Je pense qu'il y a sûrement une partie d'entre vous qui l'a déjà lu. Ça s'appelle La 25e heure. Je crois que c'est un bouquin qui doit faire une centaine de pages. Qui a lu La 25e heure dans la salle, si vous pouvez lever la main? Ok. C'est mignon, vous êtes deux. Bravo pour les deux. Du coup, je vais vous pitcher La 25e heure. Je crois qu'il coûte 7 balles sur Amazon, sur la Fnac plutôt. On va acheter français. Tout à fait.
La 25e heure, grosso modo, c'est les 3 auteurs. Ils sont partis du principe qu'ils ont été interrogés, alors je ne sais plus si c'est 100 ou 500 entrepreneurs, peut-être une centaine, c'est déjà bien. Et ils leur ont demandé à ces 100 grands entrepreneurs, alors à l'époque c'était les CEO de Payfit, d'Alan, il y avait Jean de la Roche-Brochard, il y avait tous ces gens-là, parce que c'était il y a quand même plusieurs années. Et en fait, ils leur ont demandé c'est quoi vos tips de productivité, d'organisation, comment vous vous organisez pour mieux organiser votre temps, en gagner, ou même surtout en fait ne plus en perdre, parce que c'est vrai que cette phrase gagner du temps en fait ça n'existe pas, parce que comme Bah, tu on a dis, 24 heures et tu gagnes pas en fait le temps, c'est juste il faut arrêter de le perdre. Et en fait il donne en fait tous ces tips là tout au long du bouquin. C'est ultra vulgarisé, c'est hyper pédagogue, ça pourrait s'appeler la productivité pour les gros nuls comme moi, voilà. Et c'est une super première étape, je pense, pour s'intéresser à ce sujet. Donc, moi, ce qui m'avait marqué, justement, tu nous en avais parlé dans la séance que tu avais faite, c'est de se dire, ton calendrier, c'est comme... Enfin, faut mettre des blocs pour ce que tu veux vivre. Et que tu as le choix de soit je contrôle mon temps et je définis à quelle heure je fais quoi, soit je vis avec les urgences de merde, ce mail-là qui arrive et je me mets à bosser dessus, etc. Et tu avais une approche presque scientifique, quoi, parce que le livre est presque un peu scientifique aussi. Après, c'est vrai que là, si je devais donner un peu toute ma thèse et tout ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vrai que pour le faire, pour aller rapidement et donner, on va dire, l'essentiel, c'est qu'en fait, l'organisation, le temps, la productivité, en fait, c'est surtout de la rigueur, de la discipline et surtout des habitudes. Et en fait, comme tu l'as dit, la principale habitude que je me suis vraiment incorporée, c'est presque tatoué sur ma peau aujourd'hui, c'est que je regarde beaucoup plus mon agenda dans la journée que mes mails, par exemple. C'est-à-dire que mon agenda, vraiment, il est travaillé au millimètre. Et en fait, pour qu'il soit suivi, pour que ça serve à quelque chose, je le regarde, mais franchement, je pense au moins 20 fois dans la journée. Et comme c'est toujours la même chose, qui se répète hebdomadairement, bah, je commence à le connaître presque par cœur. Et c'est même mon rituel, juste avant limite de m'endormir, c'est qu'est-ce que je vais faire demain matin, parce que du coup, je ne le sais pas moi-même. Mais par contre, mon moi du passé m'a imposé quelque chose à faire. Et du coup, je me le suis, je regarde ça. En fait, là, si je vais conclure pour laisser quand même parler les autres, c'est en fait, du coup, on se crée en fait un second cerveau qui va en fait réfléchir à sa place le moment venu. Donc en fait, pour vous résumer, il y a des moments où il faut être intelligent et il y a des moments, et c'est la majorité du temps, où il faut être bête et méchant et suivre ce que son soit intelligent du passé, qui a été intelligent pendant quelques minutes, nous a imposé de faire. Ouais. Et peut-être on pourra entendre les autres sur ça aussi, parce que un truc qui m'avait marqué quand tu nous avais fait cette session de quels sont les blocs à mettre à quel endroit, c'est que la première chose que tu as mis, c'est le truc qui t'épanouit personnellement, c'est-à-dire le sport et le temps avec la famille. Et que du coup c'était genre, ok, je prends mon calendrier vierge, avant de penser au travail, je vais penser aux choses qui me font du bien dans ma vie et c'est ça que je vais mettre en priorité. Et je pense, tu vois, c'est contre-intuitif, on a l'habitude de se dire, bon bah, j'ai le taf, c'est mon obligation, je gère ça, et après j'ai peut-être le temps pour faire les trucs, et on dit souvent, du coup, j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire ci, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Alors que là, c'est la réflexion de l'autre côté, quoi. C'est épanouissement en premier, et ensuite les blocs où je suis performant et je bosse sur les trucs qui avancent, quoi. Ouais, si on peut donner un peu le playbook de ça, moi je vais pas vous la jouer, mindset, entrepreneur, bisounours, etc. Moi je pense au taf tout le temps. Je pense au taf quand je me lève, j'y pense la nuit, j'y pense quand je vais me coucher. Je pense beaucoup plus au taf qu'à ma propre femme et à ma propre fille. C'est dégueulasse de dire ça, mais en fait c'est une réalité, et je pense que c'est la réalité de beaucoup de monde. Et merde, je sais même plus pourquoi je disais ça. C'était quoi la question? Par rapport à l'allocation du temps, mettre en premier ce qui t'épanouit dans ton Mais par contre, quand on veut faire son emploi du temps, et ça c'est vrai que moi c'est un exercice que je fais chaque trimestre, parce que du coup tous les, même plus, tous les 1 mois et demi, 2 mois, parce que j'essaie d'être intense, mais par contre je prends une semaine de vacances, comme les vacances scolaires, je me crève sur ma fiche, je prends une semaine. Et en fait là je fais toujours le même exercice, je prends mon agenda, j'efface tout, je repars vraiment de zéro. Et en effet, si je devais faire un peu le playbook des étapes que j'utilise, c'est que je commence par mettre tous les blocs personnels, donc les blocs de sport, les blocs dédiés à la famille par exemple. Aujourd'hui on est mercredi, de 14h30 à 16h30, j'ai géré ma fille, j'étais la chercher à la danse, je l'ai regardée à la danse, après je l'ai amenée au chant, je l'ai attendu parce que ça dure qu'une demi-heure. Et voilà, et tout ça, ça dure 2 heures. Mais ça c'est un bloc qui est dans mon agenda, en repeat hebdo, et il ne peut rien avoir à cette place-là puisque je suis dédié à ça. Pareil, toutes les séances de sport, alors pour certains ça va être le foot, le tennis, le golf, le paddle, ce que vous voulez. Vous mettez les blocs et vous l'imposez. C'est du repeat hebdo, pareil. Et en fait, après, la deuxième étape, c'est de mettre les blocs plutôt matinaux, parce que je pense que 90% des gens ici
sont comme moi, sont plus efficaces le matin. Alors après, tu veux faire un test ou pas? On peut faire un test. Hein. Qui pense qu'il est plus productif le matin? Levez la main. Qui sont les êtres étranges que je ne comprends pas, qui sont plus productifs la nuit? Levez la main. Oh. Ah, il y a l'après-midi aussi. Qui est plus productif l'après-midi? C'est vrai. L'après-midi, ça n'existe pas, voyons. Mais je suis curieux. Non, mais c'est en fait c'est intéressant, c'est que du coup, voilà, chacun en fait est différent et doit se connaître. Moi, je me suis auto-audité. Je sais que le matin, j'arrive à être en mode machine, mais par contre, ça ne dure qu'un temps. Ouais. Donc du coup, le matin, je mets en fait il y a plusieurs sémantiques là-dessus. Moi, j'appelle ça les eat that frog. C'est que les anglo-saxons, ils appellent ça comme ça. Ça veut dire on commence le matin parce que le plus important, le plus urgent, et surtout ce qu'on aurait tendance à procrastiner. C'est vrai que si je vous invite à bouffer chez moi et qu'il y a une grenouille à bouffer, bon. Bah, du coup, on a plus envie, voilà, on se dit, commence par ça, comme ça, au moins après c'est fait, après je te régale. Vas-y, Florent, on va rebondir. Justement là-dessus, je voulais te remercier parce que je t'ai piqué cette technique à travers tes posts et ça m'a vraiment changé la vie, le hit that frog, de commencer par le plus dur en premier, parce que c'est là où tu dépenses en général le plus d'énergie mentale. Mais par contre, j'ai levé la main 2 fois parce que le soir, enfin, moi aussi, je suis jeune papa, et le soir, c'est le seul moment où tu es au calme. Et du coup, il y a cette idée qu'il faut réussir en tant que freelance en tout cas, ou entrepreneur en général, à se défaire un peu des normes sociales, en mode le soir je vais dédier ça avec tu vois, mon mari, on va regarder, ou ma femme, on va regarder Netflix, on va être content. Là, en fait, j'ai tout redesigné ma journée par rapport, enfin d'abord le Hit That Frog, règle sûre, et derrière justement redesigner en fonction des contraintes familiales, et ça marche beaucoup mieux comme ça, quoi. Ouais. Et Laure, je vais te passer la parole, je suis curieux de toi aussi qui a levé la main sur le soir, mais juste pour récapituler pour les gens qui n'ont pas compris le truc de bouffer un crapaud. En gros, ça vient d'un livre anglais qui s'appelle Eat the Frog, et qui dit le crapaud ou la grenouille, c'est votre tâche la plus inconfortable et la plus chiante, mais qui vous fait le plus avancer. Si vous commencez votre journée par ça, une fois que c'est fait, bon ben voilà, le reste de la journée c'est bonus, quoi. Et moi aussi c'est quelque chose que je me mets une rigueur. Et du coup, Laure, par-nous, comment tu gères ton temps toi sur ce rythme performance épanouissement? Très compliqué, mais en fait moi mon calendrier, c'est un peu comme Hugo, mon calendrier il n'est pas uniquement dédié à mes invitations, à mes rendez-vous, mais en fait je me cale mes propres rendez-vous pour m'obliger à bosser sur des sujets de fond sur lesquels je ne bosserais pas si j'étais interrompue toute la journée. Et en fait, typiquement j'ai par exemple le vendredi, je sais que le vendredi matin je bosse sur du développement produit, sur du design. C'est la fin de la semaine, c'est un peu plus cool, et c'est mes moments pour bosser là-dessus. Mais je m'impose des moments au-delà des rendez-vous, des moments pour moi en fait, pour que ce soit calé dans l'agenda et pour que je ne puisse pas passer à côté. Mais ça c'est tout récent. La gestion du temps, elle s'apprend aussi avec le temps, et en fonction de chacun, comment est-ce que chacun aime travailler et a envie de le gérer. Je pense que le plus compliqué dans tout ça, c'est de trouver l'équilibre. On en parle souvent de l'équilibre entre vie pro et vie perso. On le bassine à longueur de journée, mais en fait c'est crucial. Et moi j'en suis vraiment rendu compte cette année que je m'impose aujourd'hui dans le calendrier des moments pour moi, des moments pour faire du sport. Le sport c'est calé dans l'agenda et je peux passer à côté parce que c'est ultra important pour se libérer la tête. Et je comprends à quel point le temps perso, le temps pour soi, pour prendre soin de soi, c'est ultra important. Et comme ça permet d'être beaucoup plus performant. Donc je m'impose ces choses-là et je m'impose de faire la fête, de faire du sport, de voir des gens qui me font du bien et ça change tout. Ouais. Parce que je pense que, je ne sais pas si c'est éducation, si c'est la norme salariale, comme tu dis, de ce qu'on a vécu avant pour certains et certaines d'entre nous qui bossaient en tant que salariés avant, qu'on a cette tendance à laisser le pro prendre toute l'importance dans notre vie, alors que, a priori, effectivement, c'est pas ce qui nous nourrit, quoi. Et moi, j'essaye de voir mon temps comme ça aussi, de me dire, il y a les choses qui me remplissent et me nourrissent, et après, il y a les choses dans lesquelles je dois me déverser et mettre mon énergie, mes pensées, ma créativité. Et du coup, il y a ce sujet de choisir dans quoi est-ce que j'investis mon temps aussi. Toi, tu parlais de développement produit, j'imagine que c'est un des trucs importants dans la boîte sur lesquels tu dois te concentrer. Et ça, je pense, c'est un autre sujet de, ok, pour optimiser ma performance, c'est quoi les éléments les plus importants sur lesquels me focaliser, les objectifs que je me fixe, et là où mon temps a le plus de valeur, quoi. Toi, j'entends ces développements produits. Peut-être Florent aussi, tu as des réflexions là-dessus. On va arriver petit à petit sur le fait de parler d'effet de levier aussi, parce qu'on peut optimiser ça. Mais je sais pas si tu as envie de rebondir, comme
Tu es celui qui a moins parlé, j'ai envie d'entendre ta douce voix. Sur quoi, du coup? Bah, du coup, sur ce truc de comment tu fais toi pour redéfinir l'endroit où c'est le plus important d'investir ton temps pour optimiser tes performances pro a priori, parce que là du coup on a déjà bien parlé de son temps perso à remplir. Ok, ouais, large sujet. Bah, on va faire que des larges sujets, donc préparez-vous les amis. Hein. Ouais, ça va être difficile de rentrer dans les détails, mais effectivement sur la notion, la gestion du temps c'est primordial, et après l'autre levier que vous avez c'est justement les leviers, c'est-à-dire ce que vous allez mettre dans une heure, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir en retour. Et ça, si vous êtes capable d'augmenter ce levier, donc par rapport à l'input que vous mettez, de pouvoir justement décupler l'output, donc si plutôt qu'un concurrent il va faire 10 cold calls, vous êtes capable d'en faire 100, c'est là toute la différence. Et pour moi du coup, toujours pour rester dans le large sujet, il y a cette notion d'intensité qui est hyper importante. C'est-à-dire quand on est entrepreneur et qu'on se lance, franchement, l'épanouissement c'est un mythe, tu vois. Enfin, il faut que tu kiffes, évidemment, la passion c'est le moteur, mais c'est tellement difficile, quand tu te lances, tu as tellement de choses à apprendre, etc., que tu n'as pas le temps vraiment de penser à toi. Enfin, c'est l'erreur qu'on fait tous et qu'on a besoin de faire parce qu'au début, tu as besoin de créer du momentum. Tant que tu n'as pas vraiment ton market fit, comme les start-upers disent, il faut vraiment se donner et être vraiment en mode exploration. Et une fois que tu as fini ce mode exploration, enfin, une fois que tu commences à avoir des clients, de générer du chiffre d'affaires, etc., plus se mettre en mode exploitation. Donc comment tu vas améliorer ton process pour justement dégager plus de temps, avoir plus d'output, être capable de produire plus en moins de temps. Et ça, c'est l'avantage quand on est freelance ou quand vraiment on ne fait pas tout et n'importe quoi, enfin qu'on n'est pas une agence par exemple et qu'on cible tout le monde, mais qu'on a vraiment une cible en particulier, un produit en particulier. L'avantage c'est que tu peux jouer sur ces process en fait, parce que plus tu vas le faire, plus tu vas dire ok mais ça je passe beaucoup de temps par exemple je sais pas dans la création de contenu, dans le service après-vente, qu'est-ce que je peux automatiser, et donc c'est la chance qu'on a, je sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle, je sais pas. Qui s'identifie au terme développeur ou la tech en général? Est-ce qu'on peut lever la main? Ok. Ouais, et qui d'entre vous touche un peu au no-code? C'est pas beaucoup, hein. Il va falloir s'y mettre, hein, les gens. Bah, tu vas peut-être faire du prosélytisme après. Si vous ne connaissez pas Florent, l'automatisation, IA aussi, beaucoup en ce moment, c'est son truc et on va parler des effets de levier. Mais j'ai juste envie de rebondir avant sur le truc que tu as mentionné et je pense que vous deux sur le canapé noir, vous allez être ralliés là-dessus. Laure, je sais pas ce que c'est ta posture là-dessus, mais ce truc de l'intensité comme un passage obligatoire. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un gros débat dans notre écosystème entrepreneurial là-dessus. Il y a des mouvements qui émergent même de slowpreneuriat, de prendre son temps, c'est pas grave si c'est plus long, etc. VS une autre école qui est en mode, en fait, pour faire décoller une fusée, faut charbonner et t'as pas le choix de te mettre à mal, quoi. Et du coup, je trouve que c'est un débat hyper intéressant. Pour moi, la base, c'est que ça dépend de est-ce qu'on est en sécurité ou pas, est-ce que tu peux nourrir tes besoins premiers. Si tu peux pas, bah, peut-être qu'il faut être un peu intense effectivement pour faire décoller, mais si tu as d'autres manières de prendre soin, peut-être que tu peux te permettre de trouver l'équilibre, épanouissement et performance. Enfin, voilà, je trouve que c'est un débat fascinant. Hugo, tu as envie de rebondir, je le vois. Bah, en fait, en vrai, ça dépend de tes objectifs et de tes ambitions. C'est vrai qu'en fait, en soi, parce que ça, depuis tout à l'heure, on parle du temps, on parle de l'agenda, on parle de tout ça, mais en fait, la première étape qui est bien avant ça et sur laquelle il faut mettre énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de jus de cerveau, c'est quels sont vos objectifs et quels sont les résultats clés que vous voulez atteindre. Et en effet, si tu as des objectifs qui sont, on va dire, en termes de chiffres, qui sont, on va dire, peu élevés, enfin objectivement peu élevés et facilement atteignables, mais c'est ça qui va te remplir, c'est ça qui va te rendre satisfait, c'est ça qui va te satisfaire, bah, en effet, tu peux te la faire en mode en slow motion, tu peux même le faire en moonwalk si tu veux. Mais par contre, c'est sûr que, et je pense que ça c'est quand même un peu l'essence même de l'entrepreneur, c'est un mode de vie intense, qui est un peu ambitieux, qui est un peu tout ça. En fait, on va arrêter, hein. L'entrepreneuriat c'est quand même 90% de souffrance et 10% de bonheur. Mais justement, ce bonheur il est tellement intense qu'on est ok pour souffrir autant de temps. Et ça va, c'est pas de la souffrance vénère, t'es pas en train de te faire fouetter quand même, mais bon, ça fait quand même mal. Et surtout c'est de la souffrance qui est un peu
on est un peu solo en plus, tu vois. Enfin, c'est vrai que le mec qui sort les violons, alors tu souffres, t'es seul. En vrai, tu tailles les. Vous êtes convaincu ou pas? Il vous l'a bien vendu, non? Mais en vrai, c'est un peu ça. Donc du coup, voilà, c'est juste là-dessus. C'est pour ça que je pense que quand même, on est obligé d'être hyper intense à un moment donné pour, on va dire, arriver à atteindre les objectifs qui sont la plupart du temps ambitieux. Il y avait un rebond, Laure, c'est ça? Ouais, vas-y. Je veux quand même commencer ce que tu dis. Intensité ne veut pas dire performance. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup. Je trouve qu'en France, en fait, on a énormément cette image de il faut que je sois le dernier à partir du bureau, il faut que je sois le premier à arriver au bureau. Et comment? Ça veut pas dire ça, intensité. Intensité, c'est. Ouais, intensité, charge de travail. C'est pas la durée, l'intensité. Ah, je pensais que tu l'expliquais comme ça. Non, l'intensité, c'est plutôt comment tu vas y aller fort sur un laps de temps qui peut être réduit. Mais vas-y, finis ce truc, parce que je pense que c'est un conditionnement qui est quand même pas mal partagé, ce truc-là. Je trouve qu'en France, il faut arriver premier au bureau, il faut partir le dernier, et il faut montrer. On a beaucoup ce truc de il faut que je montre aux collègues, il faut que je montre aux autres, et moi je l'ai la première avec mes équipes aussi. J'ai envie d'arriver la première, de montrer que je travaille, alors que j'ai rien à prouver. Et en fait, on a ce besoin de prouver en permanence, et ça se passe pas comme ça dans les autres pays. On pourrait avoir parlé avec des équipes en Scandinavie et aux Pays-Bas, et je pense que tu pourras sûrement confirmer pour y avoir vécu. Ils partent à 16-17 heures du bureau, ils vont chercher les enfants, ils vont au parc, ils font des after-work. Et c'est presque mal vu d'ailleurs, si tu pars plus tard, c'est que t'es pas efficace. Et c'est mal vu, ça veut dire que tu n'as pas réussi à accomplir tes missions dans le temps qui avait été, qui avait été calculé. Donc ouais, il faut relativiser tout ça, et c'est tout aussi important de prendre du temps pour soi pour être d'autant plus performant. Et je pense que du coup, vas-y Florent, on reprend le micro, mais je trouve que du coup ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la performance, et le point de poser ses objectifs et être ok avec le fait que tout le monde aura des objectifs différents. Et je pense qu'il faut du coup sortir de la hiérarchisation de c'est mieux de faire plus de chiffre d'affaires que moins, c'est mieux de bosser plus que d'autres, c'est mieux que nanana, et essayer de trouver son propre équilibre, quoi. Je te laisse rebondir, Florent. En fait, moi de mon vécu, je peux témoigner. En fait, j'ai lancé ma startup en 2019-2020 et dans la crypto, donc il y a eu des hauts, des bas, on pensait avoir un market fit, en fait on n'avait pas, etc. Et donc pendant 2-3 ans, je me suis vraiment tué. Enfin, on a dû pivoter plusieurs fois, chercher notre modèle, etc. Et ça a été une période extrêmement stressante, du coup, évidemment, parce que tu taffes 70 heures par semaine et tu fais pas de chiffres, enfin, tu vois, pas assez pour te faire des salaires. Et voilà, c'est stressant, parce qu'en fait, à la base aussi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était soit t'es épicier, soit t'es start-upper, tu vois, il n'y avait pas l'alternative solopreneur freelance. Oui, c'était très starifié d'ailleurs, c'était exactement. T'es le king du monde, quoi. Et en fait, depuis que je me suis mis en solopreneur sur le côté, donc on a réussi à pivoter, à trouver un modèle qui marche d'agence assez classique, c'est pas définitif, etc. Mais sur la pote, voilà, elle n'a pas coulé, on a réussi à la redresser. Et par contre, depuis que je me suis lancé en freelance, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que en fait, tu peux être entrepreneur et être ultra épanoui parce que en freelance, tu peux bien facturer avec 2-3 clients. Si tu es capable justement d'avoir un peu de clients, tu peux vivre très confortablement sans justement te mettre des gros coups de fouet comme en start-up parce que tu veux faire 1 million de chiffre d'affaires, parce que tu as des charges, parce que tu vois, là c'était sur du 95% de marge dans le digital en plus. Donc c'est là où du coup il faut réussir à prendre du recul et se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux réussir, je veux montrer socialement que j'ai créé des startups, je suis heureux, etc. Ou est-ce que je veux montrer que, est-ce que pour être heureux, tu as vraiment besoin de montrer aux autres que tu as réussi, ou est-ce que tu peux juste être un petit freelance comme ça qui a 3 clients et qui vit très bien, qui vit d'où il veut et qui gagne bien plus que la moyenne en France, quoi. Et je pense que c'est vraiment un sujet de connaissance de soi du coup. Parce que, tu vois, Hugo, avec ton ambition démesurée, je pense que tu es ultra aligné avec toi et ce que tu veux faire et ainsi de suite. Et que du coup, il y a des personnes qui, si elles se comparent à toi, alors que c'est pas qui elles sont, en fait, elles vont être profondément tristes, même si elles réussissent à faire la même chose que toi. Et je pense que du coup, il y a un vrai truc là-dedans. Et encore une fois, à chaque fois que je parle avec toi, je me dis, mais Hugo, il est tellement parfait dans sa vie, ça lui est trop bien de faire ce qu'il fait. Moi, ça va, je suis light par rapport à d'autres. C'est vrai, en plus. Mais ouais, ce que tu dis, Florent, ça me fait penser à ça. Et je veux revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure de 1 heure de travail, quel input va générer le meilleur output. Je pense qu'il y a une question de connaissance de soi aussi, de là où je suis le plus efficace, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Mais toi, tu as quand même une particularité de l'obsession pour... tu parlais de no-code tout à l'heure, et peut-être que tu nous diras ce que c'est.
intelligence artificielle beaucoup en ce moment, des outils qui sont faits comme des leviers pour maximiser quand j'investis X, j'ai Y qui a priori est mieux. Ouais, mais ça, ça revient un peu à ce que je disais avant. Quand tu commences, tu es en mode exploration, parce qu'il faut que tu vas taper large dans qui sont tes clients, ce que tu vas proposer, etc. Et en fait, plus tu vas prendre en expérience, plus tu vas savoir avec qui tu veux bosser. Donc c'est aussi un levier de bonheur. Et effectivement, en gros, c'est connu qu'il y a, c'est Paul Graham, je crois, qui disait il y a 3 leviers dans le business. C'est le capital, donc si tu fais des sous, tu es capable de faire plus de sous plus facilement. Tu as le média, donc si tu as un média, en fait, tu as toujours moyen de le monétiser, ou que ce soit en interne ou auprès d'autres personnes, et le code. Et en fait, là, on est vraiment en train de shifter. Pour moi, cette pyramide, ce triptyque est en train de changer justement avec l'IA, qui va te permettre, avec la hack IA, je ne vais pas vous refaire le topo, mais... Je pense que tout le monde est au courant. Ouais. Vous savez, ChatGPT, vous connaissez, vous en avez entendu parler? Ouais. Personne vit dans une grotte, c'est bon. Et donc, en fait, c'est un levier supplémentaire qu'on a à notre disposition pour justement améliorer nos process, et toujours dans cette dynamique input-output. Si vous êtes capable d'identifier dans vos tâches quotidiennes des choses qui vous prennent du temps, regardez quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées. Ça peut être la création de rapports, ça peut être du contenu, encore une fois, ou même justement, c'est un peu parallèle à l'IA, mais le no-code qui va te permettre de faire des automatisations, qui va permettre typiquement les facturations. Tu vois, moi ça me prend 2 secondes, je rajoute juste les trucs, ça envoie automatiquement. Et c'est un truc qui m'a toujours saoulé, limite je voulais pas de clients à la base. S'il vous plaît, n'achetez pas parce que je vais être obligé de faire une facture. Ouais, exactement. Tu vois, mais quand tu te lances au début, tu vois, tu connais pas tous ces trucs-là. Et au final, une fois que tu te casses un peu le cul, excusez-moi l'expression, justement à décomposer ton process un petit peu pour voir quelles sont les tâches qui sont automatisables par l'IA, qu'est-ce que tu dois donner à l'IA, donc l'input, pour que derrière l'output soit satisfaisant. Et ça, c'est le prompt engineering, on en fait tout un fromage, etc. Mais c'est surcoté, vraiment, c'est fait pour, tu vois, Madame Michou, tu vois, tu fais des itérations, tu testes, évidemment, tu vois. En vrai, il y a un vrai métier derrière, s'il faut, mais si vous créez des applications avec, et là, en l'occurrence, dans vos process, c'est juste vous essayez un prompt avec l'input, vous voyez l'output, est-ce que c'est satisfaisant, vous améliorez, et comme ça, vous pouvez vraiment gagner du temps régulièrement sur tous vos process, parce que... Et en fait, ce qui est le plus gros, la plus grosse économie, c'est surtout sur le jeu de cerveau. Parce que, du coup, perso, je peux prendre beaucoup plus de tâches compliquées si je suis vraiment focus, parce que j'ai 80% du jeu de cerveau qui est économisé. J'ai juste besoin de dire, de checker le travail et dire, ok, ça va, ça va pas. Et... Ouais. En tout cas, si on revient à notre équation, la performance, épanouissement, j'ai l'impression que c'est chose que tu as l'air de maîtriser beaucoup mieux que moi pour l'instant, même si c'est un endroit dans lequel j'ai envie d'aller. Tu te libères de l'espace pour te focaliser sur là où tu as la meilleure performance et du coup le meilleur output. Et en plus, tu économises de l'énergie mentale et de l'espace mental. Et je pense que clairement, 100% des personnes ici, si je vous dis, allez, vous tenez une petite cargaison d'espace mental, vous signerez pour en avoir un peu plus. Je pense que quand on est à son compte... Comme tu disais toi, on vit, on dort, on mange, on boit, notre entreprise et les questionnements pro. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant derrière, c'est la réflexion de quels sont les endroits dans ce que je fais où, bon, c'est pas vraiment au service de ma performance, mais c'est obligatoire à faire entre guillemets, et ça ne m'épanouit pas forcément comme tâche, que je peux trouver des manières de le faire plus vite, plus rapidement, grâce à une technologie qui me facilite la vie. Par contre, il y a un levier que moi j'avais dans l'équation qui est les gens. Ouais. Il y en avait 4 dans ma tête qui est les gens, mais auxquels tu accèdes par le capital. Ouais. Le capital, si tu n'as pas d'argent, c'est difficile de... Ouais, tout à fait. Parce que tu vois, je pense à des personnes comme Laure, dans ta structure d'entreprise où tu n'es pas solo de base et il y a des équipes de production, etc. derrière, tu ne pourrais pas faire ce que tu fais sans le levier capital et gens. Quoi. Tu ne pourrais pas dépendre que du code, que de l'IA. Puis même au niveau des compétences. Aujourd'hui, et je pense que c'est le propre de tout entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer aussi et de réussir à structurer une équipe. Et aujourd'hui, on est une petite équipe de 9 où chacun a des tâches bien réparties et c'est incroyable de pouvoir s'entourer de personnes aussi meilleures que soi sur certains sujets. Et
Et ouais, clairement, l'équipe dans mon cas, c'est indispensable. Ouais. Et je pense que bon, pour nous tous ici, la majorité d'entre nous, on est freelance et a priori on le restera pour beaucoup. C'est une question aussi de est-ce que mes objectifs me poussent à vouloir m'entourer de plus de gens, activer des nouveaux leviers que je n'utilisais pas, ou est-ce que je suis satisfaite encore une fois avec le niveau d'épanouissement de j'ai 5 clients que j'essaye de garder de manière récurrente à l'année et ça me va très bien. Je vais essayer de reformuler tout ce qu'on s'est dit pour l'instant sur notre équation épanouissement-performance. On s'est dit le début c'est se connaître, savoir ce que je veux et être aligné avec ça et réussir à sortir de l'injonction de oh là là, cette personne elle fait mieux. Qu'est-ce que ça veut dire mieux? En fonction de ça, comment j'organise et j'orchestre mon temps, avec quels enjeux prioritaires, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je vais prioriser comme tâche, et quand j'ai priorisé ces choses-là, comment je fais pour trouver des effets de levier qui me permettent de faire mieux ce que je cherche à faire et à optimiser mes performances et mon épanouissement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce qu'on a dit pour l'instant? Formidable. Très synthétique. Très synthétique. Vas-y. Juste, je l'ai dit, donc peut-être que c'est faux. Mais non, plutôt le côté intensité aussi, tu vois, qui est important. Tu vois, il y a des périodes où il faut que tu sois à l'aise à prendre plus de temps pour toi aussi, pour prendre du recul, pour faire le point, etc. Enfin, c'est un livre qui est génial, c'est Thinking Fast and Slow, où justement c'est toute la thématique du livre. Il y a des périodes où il faut que tu te donnes à 200%, il y en a d'autres où justement il faut que tu prennes le temps tu vois, de faire le point, de prendre du recul pour voir si vraiment les objectifs que tu t'étais fixés à la base, c'est vraiment ce que tu veux, parce qu'au final, voilà, on change. Mais ça me paraît grave ce truc de cycle, parce que tu vois, beaucoup de gens parlent de le marathon et tenir le marathon. Moi j'ai l'impression que mon fonctionnement naturel c'est plus sprint, repos intense, sprint. Ouais, voilà, exactement. C'est pareil pour vous ou pas? Marathon fractionné, ouais. J'avoue que je suis à fond fractionné. Encore une fois, tu prends une journée là comme le mercredi. Je me suis fait 6 heures à fond la caisse ce matin. Par contre, depuis midi, franchement, je pense que j'ai rien branlé, quoi. Tu vois, parce que j'ai eu ma fille, je fais une petite sieste. Très important. Puis après, je suis venu ici, en plus, je suis arrivé en avant, je crois que c'était 18h, donc en fait, j'étais boire une pinte juste à côté. Donc, voilà. En fait, en vrai, voilà, intense le matin, mais par contre, j'ai tout donné, donc je pouvais plus. Ouais, c'est parce que, moi, c'est peut-être parce que je suis un peu limité par rapport à d'autres, mais il y en a qui arrivent peut-être à faire toute la journée à fond, mais quand tu as compris que tu peux pas, bah en fait, du coup, tu t'organises parce que tu te connais bien, parce que tu sais en fait comment réagir. Je peux donner un dernier exemple là-dessus. Moi, pendant 10 ans, j'ai eu des visios, des rendez-vous le matin. Le matin, c'est con, je déteste parler aux gens. Donc le matin, j'aime bien être dans ma bulle parce que c'est le moment où je sais que je suis le plus intense et c'est le moment où je peux faire beaucoup de choses. J'ai mis 10 ans à comprendre que, bah en fait, si t'aimes pas les meetings le matin, bah en fait, arrête juste d'en mettre, quoi. Et je dis, ah ouais, pas con. Je fais beaucoup de discussions avec moi-même, côté un peu. Qui ne fait pas de discussion avec soi-même quand on les a se prendre? C'est comme ça que je m'endors, moi, tu vois. Des fois, ça part en insultes et tout. C'est assez chaud. Mais le sujet qu'on n'a pas traité, et Laure, j'ai très envie de t'entendre parce que je pense que toute la naissance de ton aventure entrepreneuriale, elle part de ça aussi, c'est que là on parle d'intensité, mais c'est un choix qu'on a fait aussi, et je pense qu'on vit mieux l'intensité quand on est en mode, ben voilà, je l'ai choisi, c'est moi qui ai décidé de vivre cette aventure. Et il y a cette question de qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qui est important pour nous, nos valeurs, ce dans quoi on veut investir notre temps. Et moi personnellement, la liberté entrepreneuriale, c'est un truc qui me tient tellement à cœur que je suis ok de vivre l'intensité qui va avec parce que je l'ai choisi et en fait ça me fait presque du bien de l'avoir. Et Laure, si vous ne connaissez pas Laure, Laure crée les chaussures qui sont à ses pieds. C'est une marque de chaussures et de baskets qui s'appelle Zeta, qui sont des baskets écolo. Et du coup, je sais que les valeurs et les sujets sur lesquels tu voulais te battre, c'est à la base de tout ce que tu fais, quoi. Et oui. Il a une paire en plus, il l'aimait pas. Il l'aimait pas. Moi, je suis chez Veja, regarde. Je passe à la boutique. Ouais, je pense qu'on peut parler de valeurs et j'ai envie de parler de passion parce que c'est encore plus fort. Et pour parler de passion, il faut apprendre à se connaître. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît au quotidien et pourquoi j'ai envie de me battre et ouais, qu'est-ce qui va me faire durer sur le long terme. Donc c'est un questionnement qui est à avoir un peu plus profond. Et en fait, la passion, c'est ce qui va c'est le moteur de tout projet, de tout entrepreneur, et c'est ce qui va le driver et le faire tenir sur le long terme. C'est un peu ce fil rouge. C'est-à-dire que, quel est mon objectif? J'ai envie de faire de l'argent, ok, très bien. Je crois que c'est un peu l'objectif de tout le monde quand on a une boîte ou quand on pour survivre, pour vivre.
Évidemment, il ne faut pas se le cacher. Mais si la boîte s'effondre et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent, il reste au moins la passion et les valeurs, et on sait pourquoi est-ce qu'on a mis tout ça. Je pense que la passion, elle peut se révéler autour de plusieurs choses. Moi, par exemple, il y en a plusieurs qui m'ont motivé évidemment à monter ma boîte. Il y a eu des convictions personnelles par rapport à l'écologie, par rapport à la RSE, tous ces sujets-là. Il y a la passion pour l'entrepreneuriat, pour apprendre de façon autodidacte, pour rencontrer de nouvelles personnes, se nourrir de ces échanges-là. Mais je pense que il faut trouver vraiment ce qui vous anime au plus profond, parce que c'est ça qui va faire durer sur le long terme. C'est un peu le fil conducteur. Grave. Moi, ce que je me raconte, et je suis curieux de votre avis, parce que c'est potentiellement une croyance erronée, mais c'est que quand on est aligné avec justement ce qui vient de ce qui nous nourrit le plus, moi la question que j'aime bien poser, c'est imaginez, on est dans un monde où il y a le revenu universel qui existe, tous vos besoins primaires sont nourris, vous êtes en sécurité financière pour le restant de vos jours. Qu'est-ce qui naturellement émerge dans ce que vous avez envie de faire à partir de cet endroit-là? Et je trouve que quand on est connecté à ça et que c'est aligné avec notre projet d'entrepreneur et de freelance et qu'on fait des trucs qui nourrissent ça, ben c'est là où on débloque les meilleures performances et qu'en plus, on a un meilleur niveau d'épanouissement dans ce pourquoi on œuvre au quotidien, quoi. Et je ne sais pas si vous êtes aligné avec ça, parce que je me raconte que même si je suis à la lettre 100% des conseils productivité et performance qui existent dans le monde, mais que je le fais à l'inverse de ce qui me nourrit moi en tant qu'être humain, en fait, j'aurai jamais les meilleures performances et le meilleur épanouissement par rapport à d'autres gens qui sont profondément nourris par ce même truc, quoi. Ouais, et puis je pense que si on n'est pas aligné avec, enfin du moins si on monte un projet dont les valeurs ne sont pas alignées avec qui on est intrinsèquement, ça va bloquer un moment. Tu vois, moi, avant de monter la boîte, j'ai fait une année de césure parce que j'ai lancé, c'est mon premier job, Zeta, et j'ai fait une année de césure entre mon master. Et du coup, j'ai bossé 6 mois en tant que commercial dans une boîte de voyage, enfin de séjour linguistique pour les jeunes. Donc j'étais commerciale et je devais vendre des séjours linguistiques aux parents qui allaient financer ces voyages-là. Et j'étais meilleure commerciale monde sur plusieurs semaines, j'ai adoré le job de commercial, je m'éclatais. Et en fait, il y a un moment où ça a bloqué parce que je savais que ce que je vendais, c'était pas bien. C'était pas très très bien réputé, mais je devais mentir en permanence parce qu'il fallait que j'atteigne mes objectifs. J'avais des objectifs monstrueux à atteindre chaque semaine. Et donc je mentais en permanence, jusqu'au jour où il y a un jeune qui m'a dit mais du coup, est-ce que j'hésite, est-ce que je pars avec vous en Australie ou est-ce que je pars en sac à dos tout seul? Parce que bon, c'est pas le même budget, etc. Il faut que je fasse un emprunt. Et je lui ai dit, il faut que tu fasses un emprunt, vraiment, c'est la meilleure solution que tu peux faire avec nous. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un déclic, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas continuer. Donc j'ai posé ma démission, et ensuite, j'ai monté une boîte qui faisait sens pour moi. Mais je pense qu'il faut vraiment que ça soit aligné au plus profond, parce que sinon, il y a un moment où ça va bloquer. Ouais. C'est quoi votre avis, vous, les garçons? Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec ça, sachant que c'est quand même vachement dur. Enfin, tout le monde dit, enfin, ça vient d'Aristote ou je sais plus qui, un grec, quoi, mais connais-toi toi-même. Tu vois, genre, ça c'est qui encore ce violentage qui genre, tout le monde le sait, tu vois, tout le monde le sait. Mais c'est juste que c'est hyper dur de se connaître soi-même. En fait, c'est pas en ayant une vie, tu vois, classique, j'ai envie de dire, que tu vas vraiment découvrir. Tu vois, il va falloir voyager, il faut te mettre en dehors de ta zone de confort, etc. Ça revient à l'expérimentation dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, il faut ouais, exactement. Et moi, justement, quand je me suis lancé en solo, où j'accompagne justement les entrepreneurs à créer à lancer, enfin surtout les techs à lancer leurs produits, à les marketer, etc. Et c'est là où j'ai vraiment kiffé parce que toutes ces années, en fait, où j'étais focus sur ma startup, où j'essaie de créer quelque chose qui ne prenait pas. En fait, ce que j'aime, moi, c'est le lancement, tu vois, c'est l'étincelle du début, créer du momentum, etc. Et ça m'a mis, ça a pris tellement de temps que je comprenne que c'était cette partie spécifique de toute l'aventure entrepreneuriale que du coup, j'ai perdu du temps et au final, enfin voilà, je le rattrape maintenant. Mais je suis 100 fois plus épanoui depuis que je fais plus que ça, quoi, pratiquement. Et je pense que ça, c'est une des... Enfin, je suis curieux de votre avis à tous et toutes dans la salle aussi, c'est que quand on est à son compte et qu'on entreprend et qu'on lance un projet, j'ai l'impression que ça crée une boucle de feedback qui nous force à rentrer dans ce truc de se poser des questions sur soi-même, genre on est confronté de toute façon à toutes nos limites et à tous nos blocages et à toutes nos peurs, et que du coup tu n'as pas d'autre solution que de te développer personnellement en parallèle. En tout cas, c'est l'impression de moi, ce que j'ai vécu. Je pense que j'ai jamais autant
progresser sur ma connaissance de moi-même et mon développement en tant qu'humain depuis que je suis entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Hugo? Je suis curieux, toi qui es une bête de la performance, genre je pense que si je dois réfléchir à performance entrepreneuriale, tu es une des premières sur ma liste top of mind. Est-ce que tu penses que tu serais aussi performant si tu n'étais pas aligné avec les projets que tu fais? Bah, je pense en fait c'est une bonne question parce que tu vois, j'ai eu quand même si ça peut pas toujours transparaître comme ça par rapport à ce qu'on crée en termes de contenu, médiatiquement ou autre, pour moi c'était une année justement plutôt compliquée. Pourquoi? Parce que c'était une année un peu de transition, je ne vais pas vous raconter ma life non plus, mais c'était une année de transition où j'ai testé plein de choses, j'ai fait plein de choses que je croyais vouloir faire, et en fait c'est en les faisant que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément ce que je voulais faire ou quoi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris franchement une année, tu vois, enfin, vous voyez pardon, une année en fait à se dire ça, donc c'est ça en fait là où la question elle est intéressante, c'est que même moi, tu vois, je vais dire même moi qui suis obsédé par mon auto-audit, qui suis obsédé par noter mes objectifs, noter mes résultats, les traquer, faire cette discussion avec moi-même, vous savez, avec mon double, mais tous les jours là-dessus, bah, j'ai mis quand même là, j'étais un peu dans un entre-deux, on va dire, de carrière, j'ai mis 1 an à me rendre compte sur ce que tu voulais, quoi. Sur ce que je voulais faire. Là, c'était une année, bah, tu vois, en fait, par exemple, moi, et je le dis très simplement, moi, je pensais déjà que l'un de mes principaux objectifs, c'était de gagner beaucoup d'argent. Tu vois, il n'y a pas de problème, c'est l'un de mes objectifs, on a le droit d'en parler, c'est pas un tabou, etc. Franchement, mission accomplie sur 1 an, franchement, j'ai jamais gagné autant d'oseille ou quoi, et pourtant, j'ai jamais été aussi mal. Par exemple, Laure, qui est l'une de mes meilleures amies, peut en témoigner, et j'étais j'étais au bout du rouleau, quoi, parce qu'en fait, je me disais, mais pourquoi je comprends rien à ce que je fais, quoi. Les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, je leur disais, j'ai pas envie d'en parler, c'est vrai, j'ai honte, quoi, je comprends pas ce que je fais, j'aime pas ce que je fais, rien. C'est pour ça que j'ai eu un gros moment de down, je me rappelle, c'était vers mai, juin et tout. Je me rappelle même avec 2 potes, on va faire un golf, je loupe mon premier coup, je me mets à pleurer, quoi. Oh, wow. J'étais vraiment. Signe que. Ça s'est pas vu, je mettais les lunettes, j'étais sale coup, merde. Et en vrai, je sentais les larmes qui commençaient à couler, je me oula, je vais pas bien du tout, quoi. C'est juste là, t'inquiète pas, frérot. Ouais. Je me parle toujours même. Et non, mais bref, en fait, c'est tout ça pour dire que quand même, c'est quelque chose qui paraît évident, ça fait un peu bisounours de dire mais évidemment il faut faire ce que t'aimes, sinon si t'as pas la passion tu pourras pas le faire et tout. Bah, en vrai c'est quand même un peu vrai et c'est juste que c'est hyper long, hyper difficile d'arriver vraiment à le comprendre et en fait encore une fois il faut faire beaucoup de, c'est de l'introspection, il faut vraiment se parler avec soi-même parce que c'est ça que souvent c'est le problème. D'ailleurs c'est pour ça que c'est bien que vous veniez à ce type d'événement quoi, c'est que quand on est entrepreneur, franchement, on est seul tout la plupart du temps, et donc c'est pour ça qu'on est un peu comme moi et qu'on se parle comme un connard à soi-même ou quoi. Mais c'est pour ça que c'est ça qui est hyper important quoi. Ouais, de fou. Et en fait, moi ça relie un truc qui me parle de dingue que j'essaye d'apporter dans mes contenus, etc. C'est de regarder tout ça sous le spectre philosophique aussi, parce que quelque chose qui est chiant dans la connaissance de soi, c'est que ça change aussi. Ce qu'on veut, ça bouge. Ce qui nous inspire, ça bouge. Tu arrives à un certain stade et tu t'y habitues et tu as envie d'autre chose. Et c'est un cours de philosophie que vous avez peut-être eu en terminale aussi. Est-ce que la vie, c'est courir de désir en désir, ou au contraire, essayer de se déconnecter du besoin de suivre ses désirs? C'est une question, je pense, à laquelle on ne répondra pas ce soir. Petit mic drop. Je vais quand même vous proposer, les amis, et pareil, on ne va pas y répondre, mais j'avais envie de proposer un peu le fruit de mes réflexions du moment sur tous ces sujets, performance, épanouissement, etc. Moi, je suis en train de me dire que, comme je le disais, ça va changer tout le temps, mais que l'endroit où je vais trouver le juste équilibre entre donner ce que j'ai envie de donner et avoir les résultats que je veux, et aussi me sentir épanoui, c'est un point de rencontre entre toute la théorie entrepreneuriale de ce qui est bon de faire et comment se comporter, fixer des objectifs, planifier les trucs, etc. Mon développement en tant qu'être humain individuel, donc ce qui me nourrit moi, ma connaissance de moi, etc. Et aussi les enjeux que je vois comme étant importants dans les écosystèmes dont je fais partie. Et que quelque part, ça nous nourrit aussi de contribuer à quelque chose qui nous dépasse, c'est pas juste notre petite personne, quoi. Je pense que quand on a nourri nos besoins individuels, il y a un moment où naturellement, et encore une fois ce sont des croyances, mais naturellement l'être humain a envie de contribuer à quelque chose de plus. Et je suis en train d'essayer de me questionner maintenant dans mon propre auto-audit, comme tu parlais de, ok, est-ce que la suite c'est mieux maîtriser la théorie business, mieux me connaître moi,
mieux contribuer à des sujets plus grands que moi qui me dépassent et essayer de chaque fois regarder les 3 pôles, quoi. Et peut-être ça vous parle, peut-être ça vous parle pas, je sais pas. Peut-être un mot de conclusion sur ça. Peut-être pas une conclusion, mais... J'essaye de respecter le timing de Lucie. Donc on a encore, allez, 2 mots chacun. Non, en vrai, j'essaie. En fait, c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout la nouvelle génération, je pense ils vont tous vouloir essayer de changer le monde. Et en fait, il faut déjà commencer à avoir un socle qui est stable, c'est-à-dire avoir, encore une fois, c'est un peu le mot chiant, mais tes process en place, savoir ce que tu vends, à qui tu le vends. Ouais, grave. Une fois que tu as ça, derrière, tu peux t'intéresser à l'impact, tu peux essayer de créer des modèles plus vertueux, mais je trouve qu'il y a vraiment ce socle qui est hyper important, et c'est pour ça que, en vrai, je recommanderais à tous les entrepreneurs qui veulent lancer des boîtes ou quoi, de déjà commencer par le soloprenariat, commencer par du freelance, et progressivement, parce que ça, en fait, ça t'apprend le socle, tu vois. Ouais. Ça t'apprend à délivrer, ça t'apprend à vendre. Et c'est un truc que j'aurais voulu avoir quand j'ai lancé ma startup, parce que ça m'aurait fait économiser des sous et du temps. Je pense aussi. je suis assez aligné avec ça. Vous voulez rebondir, et Laure aussi, pour conclure sur ça? Non, juste un petit mot. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que faut s'épanouir, tout simplement. Et je pense que l'épanouissement dans ce qu'on fait, c'est le but. On passe tout notre temps au travail, en fait. On passe tout notre temps à travailler. Et ouais, il faut se trouver une passion dans ce qu'on fait. Et c'est tout, en fait, j'avais pas grand chose de plus à dire. C'est parfait. Il y a une petite stat d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas. En moyenne, on passe 10 000 jours dans notre vie à travailler. Et ça représente 90 000 heures. Et je trouve que la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps, elle est indispensable, quoi. Comme tu l'as dit, c'est la majorité de notre vie. Faut faire un truc qui nous plaît. T'as un mot de la fin à dire, Hugo? Et après, ce sera le moment questions-réponses. Préparez vos questions. Non, j'avoue, en fait, j'ai pas de. Enfin, pas de parce qu'en fait, je vais dire des trucs hyper bateaux comme évidemment, faites ce que vous aimez, en enculé, hein, tu vois. Très bien. N'enfonçons pas des portes ouvertes alors. Est-ce que vous avez des questions, les amis? On a 15 minutes prévues expressément pour les questions. Et je pense qu'on va faire tourner le micro. Est-ce qu'on peut avoir une main de. Ou alors on le fait nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des questions? Si vous pouvez lever la main et comme ça. Oui, voilà. Peut-être qu'on a tout dit. Oui, on a une main qui se lève. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est la première question, s'il vous plaît. Merci. Merci. J'avais une question sur l'introspection. Justement, vous avez dit que c'était assez difficile. Est-ce que vous avez réussi à le faire tout seul, ou en fait, au final, il y a un coach, une personne extérieure, un psy ou je ne sais quoi? C'est un passage obligé à un moment donné pour franchir cette step et se connaître encore mieux. Quelqu'un veut répondre? Je pense qu'en effet, avoir un coach ou un mentor à ce moment-là, ça peut être bien. Et si jamais t'en as pas, justement, c'est t'entourer, venir à des événements comme ça et se faire des potes qui sont également entrepreneurs. Nous, c'est vrai qu'à Bordeaux, c'est cool. On a un petit club d'entrepreneurs assez sympa. On picole beaucoup, mais on parle aussi entre nous. Et ça, c'est vrai que franchement, moi, je sais que sur moi, ça a eu un côté très thérapeutique. Et franchement, tout seul, moi, j'aurais pas réussi en tout cas. Peut-être quelqu'un d'autre. Ouais, et en vrai, des fois, tu vas être confronté à des problèmes, pas forcément juste sur la partie introspection, mais les coachs et les mentors, ça peut t'aider à te débloquer le niveau business, mais c'est vrai qu'il faut aussi pas hésiter à avoir des psychiatres ou peu importe, parce que, des vrais professionnels, parce que des fois, en vrai, on a tous des blocages quand on entreprend, que ce soit peur de passer pour un imposteur, tu vois, et à n'importe quel stade de l'entrepreneuriat, on aura toujours des blocages psychologiques, et des fois, c'est pas juste un événement qui va te débloquer, tu vois, c'est vraiment, t'as des problèmes profonds, qui sont plus profonds et plus ancrés, et qui nécessitent, tu vois, des vrais professionnels, mais ouais, plus tu t'entoures, le mieux c'est, je dirais. Ouais, dans mon cas, j'ai eu pas mal de périodes, en 3 ans, même 4 ans, si on compte l'année de développement, pas mal de périodes de down où j'avais pas envie en fait. Il y a des moments où tu n'arrives pas à te lever, tu te dis, il n'y a rien qui me motive. Et pourtant, la passion, elle est toujours là, mais il y a des moments où tu n'as plus envie. Et dans ces cas-là, je me suis dit, ok, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait kiffer moi dans mon job? Parce que finalement, je touche un peu à tout, mais qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer au quotidien? Et je me suis rappelé que c'était le fait de designer les produits et ouais,
du dessin jusqu'au prototypage, jusqu'à avoir le produit entre les mains. Et ça, en fait, je me suis rendu compte qu'à cette période-là où j'allais pas bien, c'était quelque chose que j'avais délaissé et j'avais rien qui me motivait, en fait, qui m'excitait au quotidien. Et que je me suis dit, ok, ben, je vais me caler des moments pour bosser ça à fond, pour refaire de la veille, pour bosser sur le design, etc. Et en fait, c'est ça qui m'a redynamisé, redonné l'envie de faire des choses que j'aime. Et donc, pour ça, ouais, faut apprendre à se connaître, faut apprendre à savoir ce qu'on aime faire, ce qui nous fait du bien, et dans quoi on est bon aussi. J'ai rajouté un dernier truc qui est complémentaire à... Je pense qu'on a besoin de ce miroir extérieur. C'est la manière dont on peut résumer des gens qui nous connaissent bien, des mentors, des professionnels autour. Il y a un exercice que j'ai fait récemment, parce que j'ai traversé une période un peu de flou. Et j'ai l'impression qu'on oscille entre des périodes de flou, où on se cherche, on ne sait pas ce qu'on veut, et on a besoin de revenir à nos certitudes. Et j'entends dans ce que tu dis que là, ton truc de j'aime le design, j'aime penser aux produits, c'est des certitudes qui te font du bien. Moi, j'ai fait un exercice là en public que j'avais toujours fait en privé, mais là, je l'ai publié sur mon blog. C'est un exercice autobiographique. Donc, j'ai réécrit un peu toute l'histoire qui m'a emmené à qui je suis aujourd'hui et ce que je fais et ce que j'essaye de faire. Et ça m'a trop fait du bien parce que ça m'a permis de me réancrer sur ok, c'est ça que j'ai vécu, c'est ça les leçons que j'en ai tirées, c'est ça que j'ai décidé d'en faire derrière. Et du coup, depuis que j'ai fait ça, ça m'a grave redonné de l'élan de me dire ok, c'est bon. Je sais qui je suis et je sais ce qui est important pour moi, quoi. Je suis pas perdu, en fait, ça va. Et ça, c'est un exercice que je peux te recommander, à la limite, de te dire j'écris sur moi, sur ma vie, et j'essaye de retrouver des certitudes et des choses qui sont un ancrage. J'aime bien cet exo, en tout cas, je le recommande souvent aux clients. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Le micro est là, du coup, est-ce qu'on peut trouver une manière jusqu'à la prochaine main levée? Merci. Oui, bonjour Olivier. Moi j'avais une question, c'est comment vous développez votre réseau? Vous avez parlé de bons réseaux là, entre entrepreneurs. Et il y a plein de réseaux à Bordeaux, mais j'ai toujours l'impression que je suis jamais dans le bon. On me parle du BNI, mais bon, il faut raquer, il faut commencer par raquer. J'ai pas l'impression que c'est ma cam, bon, etc. Donc est-ce que vous avez des conseils sur Bordeaux pour développer son réseau? Eh ben déjà, on va faire un trop bon exercice juste après. Lucie m'a demandé, est-ce que tu peux pas faire un exercice qui fait parler les gens ensemble? Je pense que vous n'avez jamais fait un exercice aussi chelou que celui que je vais vous faire faire, mais vous allez voir, vous avez adoré, c'est sûr. Mais est-ce que vous voulez répondre à la question au-delà de mon exercice bizarre? Moi, j'avais pas de réseau avant de connaître Hugo. Non, vraiment. Jusqu'à l'année dernière, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi. En fait, je bosse dans mon coin, je bossais dans mon coin avec ma petite équipe à l'époque. Et j'étais focus boulot et j'avais mon salle de copains à côté, mes meilleurs copains, et ça s'arrêtait là, la famille. Et en fait, je prenais pas du tout le temps ni d'aller boire des cafés avec des gens à Paris, ni à Bordeaux, rien du tout. Et c'est un jour Hugo qui m'a envoyé un message qui m'a dit bah, viens, on va boire un café. Ça a commencé comme ça. Il m'a raconté le concept du Poney Club. On était 6 au début. Et maintenant on est 250. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça faisait du bien de rencontrer des gens qui sont dans la même situation. Et pour le coup, c'est un peu informel parce que nous, on fait la fête surtout et on parle boulot, mais pas que. Et ça fait vraiment du bien de se lâcher 1 fois par mois. Et ouais, c'est ultra important. Et on a vachement de problématiques communes. On échange plein de tips, RH, factu, tout, finance. Et c'est ultra nécessaire. Ah oui, du coup, j'ai pas répondu à la question. Comment est-ce qu'on... Ah ouais. Voilà ce que ça m'apporte. Ah ouais, non, pas du tout. Comment est-ce qu'on fait? Faut surveiller un peu les events sur LinkedIn, différents clubs. Moi, je connais surtout des clubs un peu plus formels qu'on peut trouver sur Bordeaux, ou clubs informels comme le Poney Club. Donc ça en fait un plus si jamais tu veux le rejoindre. Non, mais en fait, parce que là tout a été dit, mais en fait en soi, pour en fait se créer du réseau, en fait, faut le créer un peu soi-même. En fait, nous, tu vois, aujourd'hui le Poney Club c'est un truc de ouf, parce qu'on est 275, et très exactement, donc c'est quand même un gros truc. Mais en fait, de base, voilà, comme tu le dis, en fait, ça vient d'un dîner où on était 8, mais on a fini à 6h du matin. C'est pour ça que tu avais le mot 6 en tête. Et en fait, après on s'est dit, tiens, c'était cool si on le refaisait le mois d'après. Et on l'a refait le mois d'après, et en fait ça fait 19 mois qu'on n'a jamais loupé le rendez-vous, et c'est comme ça en fait, et l'idée c'est, des gens, on se parlait sur LinkedIn, et on s'est dit tiens, est-ce qu'on se verrait pas dans la vraie vie?
Et après, les gens connaissent quelqu'un, ils l'intègrent, et quelqu'un connaît quelqu'un, il l'intègre. Et en fait, c'est que comme ça. Hein. En fait, voilà. Là où le conseil, c'est aller parler aux gens. Vous allez peut-être prendre des vestes, mais au moins, vous allez. Si vous rencontrez au moins 3 nouvelles personnes par semaine, bah, ça fait 150 dans l'année, ça fait 1500 sur 10 ans. Enfin, du coup, ça devrait faire un beau réseau, quoi. Jean-Michel Mathématiques. Et j'ai un dernier conseil qui n'est pas forcément sur Bordeaux spécifiquement, mais qui rejoint aussi l'autre question de l'introspection, c'est le fait d'écrire. Et pour moi, Eat That Frog et écrire tous les jours, c'est 2 trucs qui ont changé mon business. Parce que déjà pour le côté introspection, enfin écrire tous les jours sans juger, etc., c'est génial. Et au bout d'un moment, pour le côté introspection, et au bout d'un moment, en fait, tu commences à avoir du contenu, des pensées, etc. Et juste les publier, commencer à les publier, en fait, tu vas attirer naturellement des gens qui sont préoccupés par ces problématiques, qui ont les mêmes problématiques que toi, etc. Surtout si tu es transparent sur le fait que je suis tout seul, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds de ton secteur, etc. Parler de ton secteur régulièrement, ça va attirer des gens aussi. Et du coup, écrire, pour moi, c'est l'un des meilleurs conseils. Ouais. Et sinon, mais crée ton club, crée ton réseau. Essaie d'envoyer des messages à des personnes qui sont dans le même secteur que toi. Tu vois si ça match et si ça fonctionne bien, ça va se faire petit à petit. Justement, je voulais te raconter un peu l'histoire un des premiers groupes qui m'a trop fait du bien pour avoir un entourage au service de avancer dans la direction que je voulais. C'était 3 potes. Ils ont chacun dit « Ok, c'est qui les 3 autres personnes que chacun d'entre nous connaît, qui sont dans les mêmes vibes et qui ont à peu près les mêmes envies, les mêmes objectifs ?» On s'est réunis pour boire une bière et on s'est dit « Ok, qui a envie de faire un truc ensemble ?» Et après, c'est devenu un groupe. Donc je pense, si tu connais des gens un peu dans les mêmes moods et les mêmes envies que toi, mettez-vous à 3-4. Demandez-vous, comme tu disais, c'est qui les deux autres personnes que chacun d'entre nous connaît qu'on pourrait ramener pour les faire se rencontrer. Et voilà, il va se passer un truc a priori. Et ça, mis à l'échelle de, comme tu dis, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il se passe des choses. Mais peut-être que ça va naître ce soir. On va voir avec l'exercice. Est-ce qu'on a une question avant de passer jusqu'ici? Oui, bonsoir. Moi, je suis freelance, je suis donc solo entrepreneur, mais je réfléchis justement à créer quelque chose et du coup, je suis en train de développer effectivement mon réseau parce que je suis persuadé qu'il faut être accompagné quand on crée une entreprise et qu'on commence à embaucher, etc. Et je me demande aussi si finalement il ne faut pas aussi plus se rapprocher de Paris ou d'autres, si l'horizon n'est pas trop restreint, si on se reste sur Bordeaux ou sur le sud-ouest en général. Moi j'habite au fin fond de la campagne en Corrèze. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Mais je crée beaucoup de contenu et je suis très présent sur internet et j'ai cette manie comme Hugo de je vais aller parler à des inconnus en mode tiens, ça te dit on discute. Donc je pense qu'il y a avantages inconvénients quoi. Certaines villes ont des avantages, des inconvénients, certaines autres ont d'autres avantages inconvénients. J'ai vu qu'à Paris il y avait une intensité qui allait avec et un moment qui est devenu un inconvénient plus qu'un avantage. J'ai pas l'impression qu'il y ait une règle ultime qui dit à tel endroit il se passe mieux telle chose quoi. Mais bon, avantage inconvénient, j'ai toujours cette réflexion là. Je sais pas si vous voulez. Je connais pas très bien l'écosystème bordelais en fait. Je pense Hugo. Si tu veux monter une start-up, effectivement, 90% des investisseurs en France ils sont à Paris quoi. Donc il faudra que tu montes. Mais au final, je pense qu'avec le Covid et tous les changements qu'il y a eu, c'est secondaire maintenant. Tu vois, voilà, je sais pas si tu veux lever des fonds ou pas, mais effectivement, tu as des acteurs qui sont sur Paris, mais je pense que c'est plus une nécessité de nos jours. Quoi. Je dirais pas qu'il n'y a pas de règle générale, quoi, je dirais. Non, ouais. En fait, tant que tu arrives à démontrer de l'attraction, en fait, les gens, les partenaires que tu cherches, ils viendront soit naturellement à toi, soit ça sera plus simple d'aller vers eux. Quoi. Donc, On parlait de gestion du temps, tu vas en perdre clairement à Paris. Entre les allers-retours dans le métro, quand j'y vais, j'essaye de tout millimétrer, mais c'est impossible avec le transport, les retards. Je pense que c'est pas forcément. Tout n'est pas concentré à Paris et vraiment, j'en suis rendu compte. On a un écosystème entrepreneurial
assez incroyable ici à Bordeaux, et on ne le voit pas. Tu as de grosses boîtes qui ont délocalisé à Bordeaux. Je pense à Asphalt dernièrement qui a délocalisé ses bureaux à Bordeaux. On a pas mal, et c'est pas une nécessité, non. Il y a de quoi faire ici. Et il faut redynamiser un peu la province. Non, en fait, juste pour finir, c'est que déjà, en fait, encore une fois, c'est sûr que tu auras beaucoup plus de clients, de partenaires à Paris, mais en fait, jusqu'à preuve du contraire, les gens, ils n'ont pas besoin d'habiter à 2 pâtés de maison de chez toi pour te signer une facture et te faire un virement. Donc, a priori, pas les couilles. Les amis, on arrive bientôt au moment de mon exercice, hein. Je vous tease depuis tout à l'heure. Mais je vais passer la parole à une dernière personne, enfin plusieurs personnes d'ailleurs, je crois, juste avant ça. Je vais vous donner 3 raisons de rester pour l'exercice que je vais vous faire faire. Numéro 1, vous n'avez jamais fait ça de votre vie auparavant. Et c'est important de se créer des nouveaux souvenirs. Je crois qu'on a parlé de faire des choses qu'on n'a jamais fait. Numéro 2, je vais obliger les 3 personnes qui sont ici à participer aussi. Numéro 3, vous allez peut-être rencontrer une personne qui va changer le cours de votre aventure entrepreneuriale dans l'exercice que je vais vous faire faire. Et numéro 4, vous pouvez garder vos vêtements. Tout à fait. Et c'est vrai que Hugo fait bien de le préciser. Mais juste avant ça, il y a quelques autres personnes qui ont fait en sorte que cette soirée est possible, qui doivent vous parler aussi, parce qu'on a monopolisé la parole pendant 1 heure. Mais il y a quelques autres personnes qui ont quelques mots à vous dire pour vous remercier d'être venus, et aussi à vous dire qui sont ces personnes qui ont rendu ça possible. Est-ce que ces personnes peuvent venir par ici, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas qui elles sont pour l'instant. Bravo. Bravo, merci. Merci à tous les 4 pour cette intervention. Enchanté tout le monde. Bienvenue du coup dans notre école Le Wagon à Bordeaux. Vous êtes dans une école de formation au métier de la technologie. Moi je suis Sophie Parizeau, je suis la directrice du coup de cette école à Bordeaux. Pour la petite histoire, c'est une école française qui a été créée il y a près de 10 ans maintenant, qui aujourd'hui est présente dans 45 campus dans le monde entier. Donc ça a commencé à faire son petit chemin. À l'époque, on était surtout une école accessible pour sensibiliser et en tout cas introduire le code à tout un chacun, pas que les geeks. Aujourd'hui, on est une école qui a formé 23 000 personnes, hyper accessible. On a formé 300 entrepreneurs qui ont fondé derrière leur entreprise, qui ont levé plus de 860 millions d'euros. Donc on en est très fiers. L'idée, c'est qu'on a des formats soit de 400 heures, où là c'est clairement apprendre un métier, soit développement web, donc c'est créer des sites internet ou des applications mobiles, soit de la data analyse, de la data science et IA, on en a parlé tout à l'heure, mais également la data engineer. On a également aujourd'hui évidemment pris le créneau du no-code, donc on propose également des formats 40 heures de montée en compétences qui peuvent carrément vous intéresser. On parlait tout à l'heure de se donner des outils. L'idée, c'est justement de vous donner des outils sous format 40 heures. C'est 2 soirées par semaine. Vous avez cours et ensuite vous avez des exercices pratiques, notamment pour soit créer un site avec du no-code, c'est-à-dire que vous n'avez pas à coder une seule ligne, soit faire de l'automatisation, dont on parlait tout à l'heure. C'est hyper important aujourd'hui pour vous, ça va vous faire gagner du temps, mais aussi tout ce qui est analyse de données, dès lors que vous allez commencer à traiter pas mal de données pour votre entreprise. Voilà, donc c'est des formats très différents, 400 heures, 40 heures, soit en ligne, soit en présentiel. Là, vous êtes un peu dans le terrain de jeu des développeurs web. Au-dessus, on a la data analyse. Si ça vous intéresse, ils font leur présentation de fin de formation dans 2 jours, là où vous êtes actuellement. Et on organise beaucoup d'événements aussi, peut-être qui peuvent vous intéresser et qui vont également vous permettre de faire du réseau. Notamment mardi prochain, on organise un événement avec Payfit, BetClick et Backmarket, sur le product, le design et développement web, comment on fait en sorte que ce soit une collaboration réussie. Et mercredi, on vient avec Mano parler plutôt de l'exploitation de la donnée, comment ils exploitent leurs données pour mettre en avant des produits plus que d'autres sur leur marketplace. En gros, ça va s'appeler le Père Noël est NIA. Voilà, tout simplement. Tous ces événements, vous pouvez les retrouver sur Eventbrite, sur Meetup. Vous pouvez même m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez, je poste régulièrement. Sinon, vous avez des petites affiches un peu partout, noires, avec des QR codes. Là, vous aurez accès directement aux événements. Et sinon, vous venez me voir si vous avez des questions. Voilà, c'est tout. Comment tu t'appelles ? Sophie Parizeau. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Alexandra. Je suis la cofondatrice des Solo & Co Days.
avec Anne et Kate qui sont juste ici. Les Solo Encodés, c'est un forum qui a été créé par 3 freelances pour les freelances. C'est la 3e édition, donc on est 3 bordelaises. Et on réunit donc sur la journée, le 9 avril prochain, une 50aine d'experts qui peuvent répondre à vos questions gratuitement, qui vous accompagnent sur toutes les problématiques que vous rencontrez. Également, on organise des tables rondes, des ateliers, une conférence, plusieurs animations qui vous permettent de vous rencontrer entre vous, entre solopreneurs, et également donc avec les experts. Voilà, c'est le 9 avril prochain. Les inscriptions vont ouvrir en tout début d'année et on est là toute la soirée pour répondre à vos questions sur l'événement. Merci Alexandra. Très bien, hein. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Clément, vous avez entendu parler de gestion vie privée, vie perso, gestion du temps. Moi je vais vous parler de gestion comptable si vous voulez, c'est un peu mon sexy. Je suis venu avec 2 de mes acolytes, Constantin et Maël, là-bas qui se cachent derrière le poteau. L'idée c'était de pouvoir répondre à vos questions que vous pourriez avoir sur comment je me lance, si je suis déjà lancé, comment je passe d'un statut à un autre. C'est des questions qui peuvent se poser en ce moment, en tout cas qui sont d'actualité. Je travaille pour un cabinet comptable à Bordeaux qui s'appelle Number, qui est aujourd'hui à la Cité Mondiale à Bordeaux, qui accompagne spécifiquement les métiers de service, les métiers de la communication digitale, freelance, solopreneur. Et donc on sera ravis de répondre à toutes vos questions. On va rester un petit peu, bien évidemment, pour le networking. Et en tout cas, voilà, vous pouvez nous solliciter là, sur LinkedIn, bien évidemment. Vous me reconnaîtrez, voilà, j'ai un pull orange, on n'est pas très nombreux ce soir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, on est les derniers, si ça peut vous rassurer. Et après la surprise. Et après c'est l'apéro. Mais enchantée, moi c'est Emma, je fais partie de la team Little Big Connection de Bordeaux. Juste rapidement à main levée, qui connaît Little Big Connection ici? En toute transparence, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de contrôle. Ce sont quand même les organisateurs principaux de cette soirée, merci. Bon, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir. Du coup, Little Big Connection, on est une marketplace qui permet de connecter justement les freelances comme vous, les futurs ou les actuels. Les petites structures pour obtenir des missions, principalement dans le digital, dans l'IT, mais pas que, au sein de nos clients grands comptes. Donc aujourd'hui, on a plus de 280 clients, partout en France, en Gironde, mais partout, voilà, à Paris. Moi, je suis en charge particulièrement des comptes publics, donc on travaille avec l'URSSAF, avec la Caisse des dépôts, avec des filiales d'EDF. Et je passe la parole à Alexandre. Merci. Merci Emma. Moi je suis Alexandre, je travaille avec Emma et Antoine chez Little Big à Bordeaux. En fait, pour vous expliquer un petit peu notre rôle au quotidien, c'est vraiment de vous accompagner sur la partie administrative, commerciale et la gestion aussi finance avec nos partenaires qui sont là ce soir. Ça c'est vraiment notre rôle principal. Tout ça gratuitement, puisque l'accès à la plateforme est gratuit, il faut que vous le sachiez aussi, c'est plutôt cool. Et puis après, notre rôle au quotidien, c'est de vous conseiller dans vos démarches, dans vos recherches, dans votre positionnement aussi. On a la chance à Bordeaux d'avoir un marché qui est assez petit, avec des boîtes que vous connaissez, qui sont sur les quais juste derrière vous, du Cdiscount, du Betclic, du Flow à Banque. On les connaît bien, et du coup l'objectif c'est de vous conseiller par rapport à ces clients. Ce que je peux vous dire pour le mot de la fin, c'est n'hésitez pas à venir vous présenter, on a hâte de vous rencontrer. C'est le but de la soirée, donc voilà. Olivier, pour répondre à ta question, excuse-moi, j'ai oublié de dire une petite information. On a il est où, Olivier? Il est là. On a un groupe LinkedIn justement pour le réseautage des freelances qui s'appelle Freelance Little Big Connection. Je vous invite à le rejoindre. Il y a pas mal d'informations, d'events sur Bordeaux, sur toutes les autres villes dans lesquelles on est implanté, et il y en a beaucoup. Merci beaucoup l'équipe.